Ma belle-mère m'a giflé au visage avec une telle force, que j'ai perdu l'équilibre et que je suis tombé. Ensuite, elle a hurlé, « Toi, et cette chose que tu appelles un enfant, vous devriez connaître votre place, dans cette maison. » Ma fille de 8 ans a tout entendu. 3 heures plus tard, ils ont blêmi de stupeur, car cette maison m'appartenait, en réalité. Le jour où ma belle-mère, Déborah, et mon beau-père, Denny, ont emménagé dans notre grande demeure, la situation a basculé. Déborah se tenait dans le hall d'entrée, scrutant les lieux, comme si elle inspectait un hôtel qu'elle aurait secrètement acheté. Mon mari, Thomas, était au travail. Ma fille, Célia, se trouvait à l'étage pour faire ses devoirs, et moi, je portais un panier de serviettes, en passant devant l'escalier. Voilà ce qu'un diplôme de Harvard permet d'acheter, a déclaré Déborah, en effleurant la rampe en bois. Denny a eu un petit rire, puis a ajouté, « Nous avons effectivement fait beaucoup de sacrifices, pour lui. » Ils étaient arrivés avec 4 valises, 2 housses à vêtements, et l'excuse de « difficultés financières temporaires », mais ils n'affichaient absolument aucune gêne. Déborah a rectifié l'angle d'un vase, puis m'a regardé, comme si je l'avais mal placé de façon délibérée. J'ai alors dit, « La chambre d'amis devrait contenir tout ce dont vous avez besoin. » Elle a souri, sans aucune chaleur. Pour l'instant. C'était la première fois qu'elle me donnait l'impression d'être une intruse, dans mon propre couloir. J'ai continué à marcher, car Célia était dans la maison, et parce que je me répétais qu'un arrangement temporaire n'était pas une condamnation à perpétuité. Puis, Déborah m'a interpellé, dans mon dos. « Rebecca, demain, nous devrions discuter de nos exigences. » Denny a renchéri, « Votre génération a, de toute évidence, besoin d'être guidée. » Elle a prononcé cela, comme si la maison l'avait embauchée, en oubliant simplement de m'en informer. Dès le 2e matin, ces fameuses exigences étaient devenues une cible mouvante, que j'étais censé poursuivre. Déborah a rejeté les tasses à café, a fouillé chaque tiroir, et a déplacé le calendrier scolaire pailleté de Célia. Elle l'a retiré du réfrigérateur, pour le jeter sur une étagère de la buanderie. Car, selon ses dires, le désordre des enfants n'avait pas sa place dans les espaces réservés aux adultes. Célia a remarqué l'espace vide, au moment du petit déjeuner, et a demandé doucement, « Où sont passées mes fleurs de mai ?» J'ai tendu la main pour récupérer le calendrier, mais Déborah s'est interposée, un torchon plié sur l'avant-bras. Grand-mère aide la maison à paraître plus convenable. Denny, assis à l'îlot central, lisait les pages financières sur sa tablette, sans même lever les yeux. Il a simplement murmuré, « Ta mère a toujours eu bon goût. » Cette infime approbation a suffi pour que Déborah se redresse avec fierté. J'ai remis le calendrier sur le frigo, en déclarant, « C'est Célia qui l'a fabriqué. Il reste ici. » Déborah a fixé les aimants de travers, comme si j'avais laissé tomber des miettes sur de la soie. Elle n'a pas cherché la dispute devant Célia, ce qui rendait la chose presque pire. Elle a attendu que ma fille quitte la pièce, pour finalement lâcher, « Tu laisses cet enfant dicter l'atmosphère, ici. » Avant le déjeuner, les baskets de Célia avaient été déplacées du banc de l'entrée, vers une boîte étiquetée « Divers ». L'étiquette était écrite avec l'écriture soignée, et tranchante, de Déborah. Le 3e après-midi, je suis rentré des courses, pour découvrir la cuisine à moitié vidée. Les portes des placards pendaient, grandes ouvertes, des boîtes du garde-manger trônaient sur la table du petit déjeuner, et Déborah se tenait sur un escabeau. Elle transférait des épices, dans des bocaux en verre que je n'avais jamais vus auparavant. « Que faites-vous » ai-je demandé, en posant les sacs assez brutalement, pour faire rouler quelques pommes. Elle ne s'est pas retournée. Je rends cette cuisine utilisable. Denny était à l'évier, rinçant mes verres doseurs, comme s'il s'agissait de pièces à conviction. J'ai aperçu un carton marqué, dont, puis un sac poubelle noir, près de la porte arrière. Un objet en bois dépassait du sommet. Je l'ai tiré pour le dégager, et mon souffle s'est coupé. C'était un petit cadre de recette, dont les bords avaient été sculptés par mon défunt père. C'était la dernière chose qu'il avait fabriquée, avant que l'AVC ne lui prenne l'usage de ses mains. Célia avait appris à préparer la pâte à crêpes grâce à cette recette, en se tenant debout sur un tabouret. Le vernis était cabossé, mais je connaissais la moindre de ses marques. Déborah a baissé les yeux, et a lancé, « Oh, ce bibelot bon marché. » Je l'ai jeté. Ça donnait un air misérable à toute la cuisine. Mes doigts se sont refermés, autour du cadre. Je n'ai pas crié. Je l'ai posé sur le comptoir, juste entre nous deux. Vous avez emménagé dans ma maison,
il y a 3 jours, ai-je déclaré. Vous n'avez aucun droit de jeter mes affaires. Déborah est descendue lentement, comme si ma phrase avait insulté son équilibre. Tes affaires, a-t-elle demandé, et l'atmosphère a radicalement changé. Denny s'est essuyé les mains, et s'est placé à côté d'elle. Il ne me bloquait pas le passage, il formait juste un mur, son épaule orientée vers la mienne, juste assez pour rendre la cuisine oppressante. Rien ici n'est à toi, a craché Déborah. Cette vie existe uniquement, parce que nous avons payé des centaines de milliers d'euros, pour le diplôme de Harvard de Thomas. Nous n'avons pas fait ça, pour qu'une moins que rien, venue de nulle part, nous donne des ordres ici. Ces mots étaient prononcés calmement, ce qui les rendait encore plus violents. J'ai regardé Denny, espérant au moins une correction de sa part. Il m'a offert cette expression polie, et supérieure, qu'il utilisait quand les serveurs lui apportaient de l'eau du robinet. Tu devrais te rappeler quelle famille t'a accueilli, a-t-il asséné. C'en était trop. Pas parce que c'était la pire chose qu'ils aient dite, mais parce qu'ils le disaient au-dessus du cadre ruiné de mon père, au beau milieu de ma cuisine saccagée. J'ai ramassé les bocaux à épices, pour les remettre dans leur boîte. Déborah en a agrippé un. Ne sois pas puéril. J'ai repoussé sa main, et déplacé le bocal, de toute façon. Non, ai-je dit. Ça s'arrête, maintenant. Déborah a eu un petit rire, bref et éclatant. Et voilà. La boursière a appris à hausser le ton. Denny a souri, face à cette remarque. J'ai pris le carton de dons sur la table, et je l'ai posé par terre, à mes pieds. Vous êtes des invités, ai-je affirmé. Pas les propriétaires, ni des inspecteurs, ni mes supérieurs. La bouche de Déborah s'est pincée, mais j'ai continué, car la ligne rouge avait déjà été franchie. Vous ne touchez pas à ma cuisine. Vous ne jetez pas les affaires de mon père, et vous n'effacez pas Célia, des pièces où elle vit. Denny a soupiré, avec agacement, comme si je faisais un scandale au restaurant. Célia n'est pas le problème. Elle devient le problème, chaque fois que Déborah qualifie ses affaires de désordre, ai-je répliqué. Déborah a fait un pas vers moi. Cette fille a 8 ans, et elle est toujours traitée comme une princesse, dans une maison où elle a eu beaucoup de chances d'entrer. J'ai senti ma voix devenir glaciale. Ne parlez pas de ma fille, comme si elle était une tache sur votre famille. La porte arrière a claqué sous le vent, et nous avons tous les 3 entendu le dessin animé de Célia, jouer faiblement à l'étage. Puis, le son s'est coupé. Le visage de Déborah a changé, à ce moment précis. Ce n'était pas exactement de la colère. C'était l'autorité offensée, le genre d'expression que prennent les gens, quand une porte qu'ils croyaient verrouillée, s'ouvre de l'autre côté. Tu dois connaître ta place, a-t-elle sifflé. Et arrête de te comporter, comme si tu avais le moindre pouvoir, ici. La gifle est partie, avant même que je n'ai terminé de répondre que ma place, était partout où mon enfant serait en sécurité. La main de Déborah a claqué contre mon visage, avec force, et j'ai perdu l'équilibre, trébuchant contre le lave-vaisselle ouvert. Ma hanche a heurté le carrelage en premier, puis mon épaule, et, pendant une seconde, la cuisine a sombré dans un silence absolu, à l'exception d'une fourchette glissant de son panier. Denny a prononcé « Déborah ». Mais pas comme si elle avait commis une faute grave, plutôt comme si elle était sortie du scénario prévu. Déborah se tenait au-dessus de moi, le souffle court, et a hurlé « Toi, et cette chose que tu appelles un enfant, vous devriez connaître votre place, dans cette maison. » Je me suis redressé sur un coude, et j'ai aperçu Célia, dans l'encadrement de la porte. Ma fille de 8 ans serrait son cahier de mathématiques contre sa poitrine. Elle était figée si complètement, que même ses larmes semblaient coincées. Déborah s'est retournée, et l'a vue, elle aussi. Au lieu d'avoir honte, elle a relevé le menton. Denny a détourné le regard en premier, ce qui m'a prouvé qu'il comprenait la gravité de la situation, mais prévoyait de ne rien faire, pour rester dans son confort. Ma joue me brûlait, mais l'expression sur le visage de Célia a fait bien plus de dégâts, que la main de Déborah n'aurait jamais pu en faire. Pour une fois, je n'ai pas vérifié la réaction de ma belle-mère, en premier. J'ai vérifié la respiration de mon enfant. Je me suis levé lentement, j'ai ramassé le cadre de mon père, et j'ai regardé ma fille. 3 heures plus tard, tous les deux allaient blêmir, car la maison m'appartenait, bel et bien. Avant Thomas, avant cette cuisine de luxe, et avant que quiconque ne traite ma fille de « chose », j'étais une jeune mère célibataire, qui comptait ses courses en euros et en minutes. J'avais une bourse pour mes études supérieures,
un emploi à temps partiel dans un bureau du campus, et une mère qui m'aidait, quand ses genoux ne la faisaient pas trop souffrir, à cause de ses doubles horaires à l'usine. Célia avait 2 ans, à l'époque, avec des boucles qui s'échappaient de toutes ses barrettes, et l'habitude de s'endormir sur mes manuels scolaires. Le soir, je travaillais sur mes devoirs, assise à une table fissurée, pendant qu'elle dormait dans un lit d'enfant de seconde main, juste à côté de moi. Un jeudi, la facture d'électricité est arrivée, beaucoup plus élevée que prévu. Je me suis retrouvé devant le distributeur automatique, tiraillé entre le paiement de cette facture, ou l'achat d'un manuel scolaire. Ma mère m'a appelé pour me dire « Achète le livre. J'apporterai de la soupe ». J'ai donc acheté une copie d'occasion, à laquelle il manquait 3 chapitres surlignés. C'était ainsi que nous vivions. Rien de tragique, rien de glamour, juste très serré. Je gardais un petit carnet de prix dans mon sac à dos, car ma mémoire était un luxe, auquel je ne pouvais pas me fier. Chaque choix impactait un autre choix. Quand Célia a eu besoin de nouvelles chaussures, j'ai pris un service supplémentaire, un samedi, pour classer des formulaires pour un professeur, qui n'a jamais pris la peine d'apprendre mon nom. Plus tard, quand les gens me qualifiaient de chanceuse, je me souvenais toujours de ce reçu de distributeur automatique. La chance n'avait jamais préparé le déjeuner de Célia, ni payé les frais de retard, lorsque la garderie fermait à 18 h. J'ai rencontré Thomas dans une salle de séminaire de l'université, avec des stores cassés, et une machine à café qui brûlait tout. J'étais en programme de maîtrise, et lui, suivait un cours professionnel à temps partiel, tout en travaillant dans la finance. Il est arrivé en retard, vêtu d'un manteau bleu marine, qui coûtait probablement plus cher que mon budget alimentaire mensuel. Il s'est excusé auprès de tout le monde, puis m'a tendu la dernière tasse propre, sans en faire un grand spectacle. Après le cours, il m'a demandé si je voulais prendre un café quelque part, avec de vraies tasses. J'ai répondu, j'ai 20 minutes, et un enfant à aller chercher. Il a cligné des yeux, a recalculé, et a dit, alors, le chariot du campus sera parfait. Cela comptait énormément. La plupart des hommes avaient souvent traité Célia, comme une étiquette de mise en garde, avant même de connaître son prénom. Thomas m'a demandé ce qu'elle aimait manger, et non pas si son père était dans les parages. Il a acheté un muffin, et l'a coupé en 2 dans une serviette en papier, pour que je le lui apporte. Le muffin coûtait 6 €. Il n'y a pas prêté attention. Mais moi, j'ai remarqué qu'il n'avait pas fait attention au prix. Ensuite, il a avoué, je sais que j'ai l'air d'un enfant gâté, en ce moment. Cette honnêteté m'a empêché de tourner les talons. Sa première question, lors de notre promenade suivante, fut « Comment avance le projet de fusée de Célia ?» La semaine suivante, il a parlé des fusées, avant de parler de lui-même. Je n'ai pas laissé Thomas rencontrer Célia, pendant 3 mois. Il a accepté cette règle, sans bouder, ce qui constituait le premier test qu'il a réussi haut la main. Le deuxième test s'est présenté, lorsque ma babysitter a annulé, juste avant une révision de statistiques. J'ai dû amener Célia, avec des crayons de couleur, et un sac en plastique rempli de bretzels. Thomas l'a vu sous la table du séminaire, en train de dessiner des fusées violettes. Il s'est accroupi, à bonne distance, et a demandé « Permission de faire un compliment sur le vaisseau spatial ?» Célia m'a regardé en premier. J'ai hoché la tête. « Il y a des toilettes dedans », lui a-t-elle expliqué. « Indispensable pour les voyages spatiaux », a-t-il répondu très sérieusement. Il n'a pas tendu les bras vers elle, n'a pas réclamé de câlin, et n'a pas fait semblant d'être blessé, quand elle s'est cachée derrière ma chaise. La semaine suivante, il a apporté un paquet d'autocollants d'étoiles, et me l'a tendu à moi, et non à elle, pour me laisser décider. Des mois plus tard, Célia lui a gardé la chaise verte, lors de son spectacle de maternelle. Il s'y est assis, avec la même gratitude qu'un homme à qui l'on remet une clé précieuse. Quand elle a oublié une réplique, et m'a fait signe de la main à la place, il a applaudi doucement, sans faire trop de bruit, car il savait qu'elle détestait les pièces bruyantes. Après le spectacle, elle s'est endormie contre sa manche. Ce fut la première fois que je le vis choisir la patience, plutôt que le charme, pour la conquérir. Il a murmuré, « Je ne veux pas être un simple visiteur, dans votre vie. » Cependant, Déborah et Denis ont bien fait comprendre, dès le premier dîner, qu'ils me considéraient, moi, comme une simple visiteuse. Thomas m'a emmené dans leur country club, car Déborah insistait sur le fait que la famille devait se rencontrer de manière formelle. Elle a analysé ma robe, bien avant de regarder mon visage. « Rebecca, a-t-elle commencé, Thomas nous dit que vous étudiez.
Déni a demandé ce que faisait mon père dans la vie. Et quand j'ai répondu qu'il était décédé, et qu'il travaillait dans la maintenance, son sourire s'est figé. Puis, Déborah a demandé où était Célia. Pas parce qu'elle voulait la rencontrer, mais parce qu'elle voulait souligner ma complication, à voix haute. Chez ma mère, ai-je répondu. C'est très pratique, a-t-elle rétorqué, d'un ton sec. Christopher, le frère aîné de Thomas, qui était chirurgien, est arrivé en retard, et s'est à peine assis, avant de parler d'un gala de fondation. Son deuxième frère, Philippe, associé dans un fonds d'investissement, a appelé depuis Londres, sur haut-parleur, pour parler d'une transaction immobilière. La comparaison n'était pas accidentelle. Déborah n'arrêtait pas de toucher l'épaule de Thomas, chaque fois que l'un de ses frères brillait dans la conversation. Quand l'addition est arrivée, Déni l'a repoussé de la main, avant même que je ne puisse atteindre mon sac à main. Cette famille prend les choses en charge, a-t-il affirmé. Déborah m'observait, pour voir si j'allais le remercier. Sur le chemin du retour, Thomas a dit, ils s'y feront. J'ai regardé par la fenêtre, et j'ai su qu'ils avaient déjà calculé ce que je leur coûtais. Pendant un certain temps, la carrière de Thomas a semblé justifier toutes les vantardises que Déborah avait pu faire. Il portait des costumes sur mesure, prenait les premiers trains, et rentrait à la maison avec des chiffres plein la tête, ce qui le rendait silencieux au dîner. Puis, son cabinet a validé une série de rapports de conformité, directement liés au fonds des clients. Et ces rapports étaient faux. Pas juste un peu faux. Des gens ont perdu beaucoup d'argent. Les dirigeants se sont renvoyés la balle, pour éviter les blâmes. Et la signature de Thomas trônait, sur une longue chaîne d'approbation, comme une énorme tache rouge. Il n'avait rien volé. Il n'avait rien comploté dans l'ombre. Mais il avait fait confiance à ses supérieurs, précipité les documents pour ses subordonnés, et porté toute la responsabilité, sur le papier. Les avocats sont intervenus en premier, puis les accords à l'amiable, et enfin une suspension, qui s'est inévitablement transformée en démission. Un soir, il s'est assis sur le sol de notre salle de bain, en manche de chemise, son téléphone vibrant à côté de lui, et m'a avoué, ils vont faire de moi le visage de ce scandale. J'ai coupé la sonnerie de l'appareil. Au matin, sa messagerie professionnelle était verrouillée. Son badge d'accès à l'immeuble était désactivé, et son nom était devenu une mise en garde, chuchotée dans ces mêmes bureaux qu'il accueillait autrefois. Il a passé 2 semaines à répondre aux appels de personnes, qui semblaient compatissantes, jusqu'à ce qu'elles mentionnent la responsabilité juridique. Chaque conversation se terminait avec lui, s'éloignant un peu plus de l'homme qu'il avait été. Le jour où il m'a demandé de cacher la vérité à ses parents, la pluie frappait violemment la fenêtre de la cuisine, de notre vieil appartement. Thomas ne s'était pas rasé depuis 4 jours, et le courrier empilait les enveloppes d'avocats, de créanciers, et d'un service de recouvrement très poli. « S'il te plaît » a-t-il imploré, assis en face de moi, les 2 mains posées à plat sur la table. « Ne leur dis rien. Ils finiront par découvrir qu'il s'est passé quelque chose, ai-je prévenu. Pas par nous. » Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Ils ne respectent que la réussite. Christopher sauve des vies, Philippe déplace de l'argent à travers le monde. S'ils apprennent que j'ai tout perdu, je serai l'exemple à ne pas suivre, à chaque repas de Thanksgiving, jusqu'à leur mort. J'aurais voulu lui dire, que ses parents ne valaient pas une telle peur. Mais au lieu de cela, j'ai vu l'homme qui avait appris, toute sa vie, à gagner l'amour comme s'il s'agissait d'une prime de fin d'année. Célia est entrée dans la cuisine à pas de loup, traînant sa couverture, et Thomas s'est essuyé le visage, avant qu'elle ne s'en rende compte. Cette petite panique m'a convaincu, bien plus vite que ses supplications. C'est ta vérité, ai-je dit prudemment. Mais les secrets s'accumulent avec des intérêts. Il a hoché la tête, comme s'il comprenait, mais il me demandait déjà de payer la première échéance du mensonge. Le lendemain matin, Déborah a appelé pour s'enquérir de ses perspectives de promotion, et j'ai menti, avant même que mon café n'ait eu le temps de refroidir. Après l'obtention de mon diplôme, au cours des années suivantes, j'ai pris un emploi stable. Puis, j'ai monté une entreprise parallèle, réparant les désastres opérationnels de petites sociétés, qui n'avaient pas les moyens de se payer des départements entiers. Les plannings, les fournisseurs, les installations, les protocoles de sécurité, les systèmes d'accès, tout un tas de choses ennuyeuses, qui faisaient économiser de l'argent aux propriétaires, et éviter les catastrophes, avant qu'elles ne se terminent en procès. L'entreprise a grandi, car je répondais aux appels, rédigeais des contrats clairs, et ne paniquais pas quand des chaudières tombaient en panne à minuit. Finalement,
c'est devenu ma propre société, avec des employés, de vrais clients, et Marcus. Il s'agissait d'un ancien responsable de la sécurité d'entreprise, qui gérait désormais la sécurité physique de nos sites. Déborah avait entendu parler de mon travail, mais elle le traitait comme un petit projet secondaire, quelque chose d'insignifiant et temporaire, qui ne comptait pas face à la réussite imaginaire de Thomas. J'embauchais lentement, je vérifiais moi-même les références, et j'avais appris que l'autorité n'avait pas besoin d'élever la voix, pour se faire respecter. Thomas a recommencé à zéro, dans une école, en tant qu'animateur périscolaire, puis comme assistant d'enseignement. Le salaire était faible, mais il rentrait à la maison le cœur plus léger, racontant des histoires sur des enfants qui comprenaient les fractions, parce qu'il leur expliquait les parts de pizza avec des assiettes en carton. À la maison, c'est lui qui préparait les déjeuners de Célia, et il savait quelle souhaite à capuche elle portait, les jours d'examen. Mais avec Déborah, il continuait de jouer un rôle. Si elle parlait de la saison des primes, il répondait « Je suis très occupé ». Si Denis posait des questions sur les marchés financiers, il changeait de sujet. Il croyait toujours qu'il faisait du conseil, qu'il investissait, et qu'il subvenait largement à nos besoins. Chaque mensonge semblait inoffensif, pris isolément. Mais mis bout à bout, ils ont construit une pièce étouffante, dans laquelle aucun de nous ne pouvait respirer. La maison est arrivée après que mon entreprise ait décroché 2 contrats à long terme, et que mon comptable m'ait conseillé d'arrêter de louer, au gré de l'instabilité des autres. Thomas ne pouvait pas se qualifier pour le prêt hypothécaire. Son crédit était entaché. Ses frais d'avocat avaient englouti nos économies, et chaque banque voyait l'effondrement financier, bien avant de voir notre redressement. Ainsi, la maison a été achetée à mon nom, avec mon propre apport, mes revenus, et ma signature au bas de chaque page. L'agent de crédit nous a félicités tous les deux, et Thomas l'a doucement corrigé, c'est elle qui a accompli ça. Thomas s'est tenu à côté de moi, lors de la signature, et a pleuré sur le parking. Non pas parce qu'il voulait être propriétaire, mais parce qu'il savait le fardeau que j'avais porté sur mes épaules. Je leur dirai bientôt, avait-il promis. Mais il ne l'a jamais fait. Déborah a vu des photos, et a annoncé haut et fort, que Thomas avait enfin une maison digne de lui. Denis a raconté aux autres membres de la famille, que leur sacrifice avait fini par payer. Pendant les fêtes de fin d'année, ils faisaient l'éloge de l'escalier, du jardin, et de notre rue tranquille, considérant tout cela comme la preuve flagrante que leur fils avait gravi les échelons avec brio. Je n'ai corrigé personne, car Thomas me serrait la main sous les tables, et parce que la paix semble parfois moins coûteuse que la vérité. Mais ce n'était pas moins coûteux. Au moment où Déborah a jeté le cadre de mon père, elle m'humiliait à l'intérieur même d'une maison qui m'appartenait, entièrement. Ils avaient confondu mon silence, avec de la dépendance. Et la honte de Thomas leur avait permis de décorer, sans le savoir, toute cette erreur. Après la gifle, je n'ai pas répondu à Déborah depuis le sol. Je me suis dirigé vers Célia. Elle a reculé dans le couloir, comme si elle avait fait une bêtise, et cela a percé le bourdonnement de mon oreille, bien plus vite que la douleur. « Viens avec moi », ai-je intimé, en gardant une voix posée. Déborah a sursauté. « Ne t'éloigne pas, pendant que je suis en train de... » Mais je ne l'ai même pas regardé. J'ai pris la main de Célia, et je l'ai conduite à l'étage, jusqu'à sa chambre, en passant devant les photos de famille, que Déborah avait pris soin de redresser le matin même. Célia s'est assise sur le bord de son lit, serrant toujours son cahier de maths. « Suis-je cette chose » a-t-elle chuchoté. Je me suis agenouillé devant elle. « Non, tu es Célia. Tu es ma fille. Tu es gentille, drôle, têtue, et tu es en sécurité ici. » Sa bouche a tremblé. « Grand-mère me déteste. » J'ai essuyé une de ses larmes, avec mon pouce. Ce qu'elle a dit était cruel, malveillant, et c'est faux. Les adultes sont les seuls responsables de leur propre cruauté. Elle a regardé ma joue. « Est-ce que tu es en sécurité ?» Je lui ai montré comment verrouiller la porte de la chambre, de l'intérieur. Non pas parce que cela arrêterait quelqu'un de vraiment déterminé, mais parce que cela lui donnait un sentiment de protection, un son rassurant. Oui, l'ai-je rassuré. Je vais m'occuper de ça. Elle a hoché la tête une fois, puis a posé son cahier sur mes genoux, comme s'il s'agissait d'un bouclier. Je l'ai posé sur son bureau, et je suis resté avec elle, jusqu'à ce que sa respiration ralentisse. Pendant les 2 heures qui ont suivi, je n'ai pas offert à Déborah la confrontation qu'elle attendait. Je suis resté assise avec Célia.
J'ai envoyé un seul SMS à Thomas, appelle-moi quand tu peux, urgence. Mais le message est resté non lu, car il supervisait encore son programme périscolaire. Et j'ai écouté Déborah et Denis s'activer en bas dans ma cuisine, faisant du bruit, comme si cela pouvait transformer une agression physique en une simple séance de ménage. Quand Célia a fini par lâcher ma manche, je lui ai dit de garder la porte bien fermée, et de m'appeler si elle entendait quelqu'un monter les escaliers. Dans la salle de bain du couloir, je me suis lavé le visage, et j'ai vu que la marque rouge s'était assombrie, barrant ma joue. Mes mains étaient stables, ce qui m'a surprise, mais seulement pendant une seconde. J'avais passé des années à gérer des urgences, qui s'aggravaient dès que les gens paniquaient. J'ai pris une photo dans le miroir, puis une seconde avec un meilleur éclairage. Ensuite, j'ai appelé Marcus, le chef de la sécurité de mon entreprise. Il a décroché à la deuxième sonnerie. « Rebecca, j'ai besoin de vous, chez moi, ai-je dit. Il y a eu des violences. Ma belle-mère m'a giflé. Ma fille y a assisté, et il faut qu'il soit expulsé de la propriété. Il n'a pas demandé si j'étais sûr de moi. Est-ce que Célia et vous, êtes éloignés d'eux? À l'étage. Restez-y, jusqu'à mon arrivée. Ne les approchez pas. Ne discutez pas avec eux. Voulez-vous que j'appelle la police, maintenant? J'ai regardé la porte fermée de Célia. La police signifiait des gyrophares, des interrogatoires, et une histoire que mon enfant devrait répéter, alors qu'elle n'avait même pas encore fini de trembler. Pas à moins qu'il ne refuse de partir. C'est compris. Je suis là dans 15 minutes. J'ai mis fin à l'appel, j'ai enfilé une chemise propre, et j'ai repris le cadre cassé sur la table du couloir. Il était fendu, mais pas détruit. Je l'ai gardé avec moi, jusqu'à l'arrivée de Marcus, car les preuves ne ressemblent pas toujours à des documents officiels. Parfois, elles prennent la forme d'un morceau de bois brisé. Près de 3 heures s'étaient écoulées, depuis que Déborah m'avait frappé, lorsque Marcus a sonné à la porte. Quand j'ai entendu la sonnette, je suis descendu, le cadre à la main. Marcus n'a pas fait irruption, comme un garde du corps dans un film d'action. Il a sonné, a attendu que j'ouvre, et est entré avec les mains bien en vue, la voix parfaitement calme. Marcus était grand, grisonnant sur les tempes, et maniait le silence bien mieux, que la plupart des gens ne manient les discours. Déborah était toujours dans la cuisine, remballant des pots d'épices, comme si finir ce travail prouvait qu'elle avait raison. Denis se tenait près de la machine à café, son téléphone à la main. Je suis entré derrière Marcus, et je me suis arrêté sur le seuil. Madame Whitmore, Monsieur Whitmore, a annoncé Marcus. Il utilisait leur nom de famille, car il m'avait demandé une fois, des années auparavant, quel niveau de formalité je souhaitais, pour les conversations difficiles. Je suis Marcus Hay. Je suis le responsable de la sécurité de l'entreprise de Rebecca. Elle m'a demandé de vous escorter hors de cette propriété. Déborah a cligné des yeux. Qui êtes-vous censé être? Je viens de vous le dire, madame. Elle a regardé par-dessus son épaule, pour me fixer. La petite affaire de Rebecca a un chef de la sécurité, maintenant? C'était la première fissure dans le mur. Denis l'a entendu aussi, car la main qui tenait son téléphone s'est abaissée. Marcus n'a pas paru affecté par le silence tendu. Il a simplement dit, veuillez rassembler vos affaires. La cuillère que tenait Déborah, a tapé une fois contre le comptoir. C'était le premier son ordinaire qu'elle ne contrôlait plus. Déborah a rapidement repris ses esprits, en choisissant l'insulte. Chef de la sécurité, a-t-elle répété, en riant par le nez. Je vous en prie, elle n'est rien. Qui êtes-vous vraiment, son amant? Marcus n'a pas réagi. Non, madame. Je suis ici à titre purement professionnel. Denis s'est avancé. Vous n'avez aucune autorité, dans la maison de mon fils. J'ai ressenti cette vieille envie, ce réflexe de protéger le secret de Thomas. Même à cet instant, et même avec ma joue encore brûlante. Déborah a pointé du doigt les cartons. Elle fait un drame, juste parce que j'ai amélioré quelques petits trucs. Marcus a examiné le sac poubelle, les placards ouverts, le cadre brisé dans mes mains, puis a reporté son regard sur eux. Vous devez partir de votre plein gré. Le visage de Denis s'est durci. Nous n'allons nulle part. Ensuite, Déborah a ouvert son sac à main, pour en sortir une télécommande du garage, que je ne lui avais jamais donnée. Denis a ajouté,
d'un ton presque fier, nous avons également fait un double de la clé de la porte latérale. La famille ne devrait pas avoir à demander la permission pour entrer. C'était le deuxième front de la bataille. Non seulement il y avait le mépris, mais aussi l'accès forcé. Marcus s'est légèrement tourné vers moi, et a déclaré, les codes de sécurité changent ce soir. La télécommande doit être restituée, immédiatement. J'ai ajouté, et la clé aussi. Mon estomac s'est noué. Non pas de peur, mais à cause de la logistique à venir. Les codes, les serrures, l'accès au garage, les trajets pour l'école. Toutes ces petites portes que les gens utilisent, quand ils pensent que les liens du sang annulent la notion de consentement. Déborah s'est emportée. Vous ne ferez rien de tel. Marcus a tendu la main pour récupérer la télécommande, et Déborah s'y est accrochée, comme s'il s'agissait d'un passeport. C'est absurde, s'est-elle exclamée. Appelle Thomas. Vous pouvez appeler qui vous voulez, a répondu Marcus. Mais cette propriété n'appartient pas à votre fils. Pendant une seconde d'une clarté absolue, personne n'a bougé. Puis, Déborah a éclaté de rire, mais le son avait perdu de son assurance. Bien sûr qu'elle appartient à Thomas. Elle ne pourrait jamais s'offrir ça. Denny n'a pas ri. Il m'observait maintenant, en train d'évaluer la situation. Marcus a déclaré, la propriété appartient à Rebecca. Les yeux de Déborah sont passés de lui à moi, puis ont balayé la cuisine, comme si les placards allaient la détromper. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Denny a pâli à son tour, ses calculs mentaux n'ayant soudainement plus d'endroit où se poser. C'est impossible. Ça ne l'est pas, ai-je rétorqué. Ma voix me paraissait étrange, à la fois calme et lointaine. Chaque acte de propriété, chaque document hypothécaire, chaque police d'assurance, et chaque facture d'impôt, porte mon nom. La bouche de Déborah s'est ouverte, mais aucun mot n'en est sorti. Denny a chuchoté, Thomas nous l'aurait dit. C'est à ce moment-là que j'ai vu la véritable blessure. Ce n'était pas la menace d'être à la rue, ni la peur. C'était la perte de l'histoire qu'ils aimaient tant raconter. Marcus a poursuivi, vous pouvez partir maintenant, sans aucune autre escalade. Si vous refusez, la police sera appelée pour intrusion, et pour l'agression physique que Rebecca a documentée. Les doigts de Déborah se sont desserrés autour de la télécommande. Elle a regardé vers le hall d'entrée. Non pas vers la porte, mais vers cet escalier, qu'elle avait tant admiré comme étant le trophée de réussite de Thomas. Ils ont quand même appelé Thomas. Denny l'a mis sur haut-parleur, avant même que son fils n'ait fini de dire bonjour. Ta femme a amené un homme, dans ta maison, a accusé Denny. Il prétend qu'il travaille pour son entreprise, et dit que nous devons partir. Déborah s'est penchée vers le téléphone. Elle est instable, Thomas. Elle a piqué une crise pour des ordures, et maintenant cet inconnu nous menace. Je suis resté immobile, car le secret planait dans la pièce, fragile comme un verre posé au bord d'une table. Thomas était toujours à l'école primaire, terminant le programme périscolaire. Je pouvais entendre des enfants en fond sonore, et le bruit d'une porte qui se fermait, alors qu'il s'isolait dans un endroit plus calme. Rebecca, a-t-il demandé, inquiet. Est-ce que tu vas bien? Déborah a parlé par-dessus lui. Dis-leur que c'est un non-sens. Thomas n'était pas encore au courant de la gifle, mais mon silence lui en disait déjà assez. Papa, a-t-il ordonné, mets le téléphone pour que tout le monde puisse m'entendre. Denny a froncé les sourcils, mais a obéi. Thomas a pris une profonde inspiration. Elle dit la vérité. Le visage de Déborah s'est décomposé. Quoi? La maison est à Rebecca. Son entreprise est bien réelle. Si elle vous a demandé de partir, alors partez. La pièce est devenue si silencieuse, qu'on pouvait entendre la pluie commencer à frapper les fenêtres. Pour la première fois depuis leur emménagement, aucun d'eux ne savait quel scénario jouer. Déborah a retrouvé sa voix, en se retournant contre son propre fils. Après tout ce que nous avons fait pour toi, tu laisses cette femme nous humilier. La réponse de Thomas a été plus tranchante que je ne l'espérais. Vous vous êtes humilié, vous-même. Denny est intervenu, fils, fais très attention. Non, a répondu Thomas, c'est toi, fais attention. Tu es dans la maison de ma femme, après avoir manqué de respect à ma femme, et à ma belle-fille. Je me suis approché du téléphone. Thomas, ta mère m'a giflé. Célia l'a vu faire. Le silence qui a suivi était différent. Lourd.
précis. Maman, a-t-il lâché, et sa voix a tremblé une fois, avant de se durcir. Fais tes valises. Déborah s'est alors mise à pleurer, mais ses larmes sont arrivées tardivement, et elles étaient uniquement dirigées vers le téléphone. Marcus leur a accordé 10 minutes. Il a récupéré la télécommande du garage, s'est assuré que Denny lui remette le double des clés, et s'est tenu près des escaliers, pendant qu'ils descendaient péniblement leurs valises. Déborah n'arrêtait pas de regarder autour d'elle, comme si la maison lui devait des excuses. La pluie avait rendu l'allée brillante, au moment où Marcus a ouvert la porte d'entrée. Sur le seuil, elle a chuchoté, « Ce n'est pas fini. » J'ai regardé par-dessus son épaule, vers l'allée détrempée. Ça l'est pour ce soir. Lorsque la porte s'est refermée, tout mon corps est devenu incroyablement calme. La décision avait déjà dépassé le stade de la colère, pour devenir une règle stricte. Ils ne reviendraient jamais. Ils ont essayé de réécrire l'histoire, avant même que leur voiture de location n'atteigne la route principale. Thomas m'a montré les messages plus tard, non pas pour m'énerver, mais parce que le fait de se cacher avait déjà fait beaucoup trop de dégâts. Déborah a raconté à ses proches, que j'avais jeté 2 parents âgés sous la pluie. Denny a prétendu que j'avais amené un homme pour les menacer. Ils ont dit à Christopher et à Philippe, que j'avais manipulé Thomas financièrement. Car, selon eux, une femme comme moi ne pouvait pas posséder une telle maison, sans avoir piégé quelqu'un. Je n'ai pas cherché à courir après chaque mensonge. J'ai changé le code de l'alarme, j'ai désactivé l'accès au garage, et j'ai fait venir un serrurier, pour remplacer la serrure de la porte latérale, au cas où Denny en aurait fait plus d'une copie. Puis, j'ai tout photographié. La marque rouge sur ma joue, les placards ouverts, le sac poubelle, et le cadre fendu de mon père. Marcus m'a envoyé un bref résumé de l'incident pour mes dossiers, un rapport très factuel et sec. Célia m'observait depuis la table de la cuisine, pendant que je remettais son calendrier de fleurs sur le réfrigérateur. « Est-ce qu'ils peuvent encore entrer ?» a-t-elle demandé. « Non, l'ai-je rassuré. Pas sans ma permission, et ils ne l'ont pas. » Cette simple réponse a fait bien plus pour elle que n'importe quel long discours. La maison est devenue plus silencieuse, car l'accès avait désormais des conséquences. Cette nuit-là, Célia a de nouveau dormi avec la porte ouverte, et j'ai considéré cela comme notre première vraie victoire. Le lendemain matin, Thomas a fait le plus petit, mais aussi le plus courageux des choix, qu'il évitait depuis des années. Il n'a pas fait de grandes vidéos, ni supplié pour organiser une réunion de famille. Il a écrit un seul message groupé à Déborah, Denny, Christopher et Philippe, puis me l'a lu, avant de l'envoyer. Il a expliqué que la maison m'appartenait, et qu'elle avait été achetée avec mon argent, après que j'ai soutenu notre famille lors de l'effondrement de sa carrière. Il a avoué qu'il n'était plus un financier à succès, depuis des années. Il a expliqué qu'il était assistant d'enseignement, qu'il se formait pour travailler en classe, et qu'il était bien plus heureux d'aider des enfants à comprendre l'argent, qu'il ne l'avait jamais été, en le déplaçant pour des gens qui le terrifiaient. Ensuite, il a écrit « Je détestais cette vie. Je détestais la pression et les faux-semblants. Je continuais à courir après votre approbation, et cela m'a presque détruit. Je ne le ferai plus. » Il a marqué une pause, après avoir lu ces dernières lignes. Son pouce a plané au-dessus de l'écran, mais il ne les a pas effacées. Il a appuyé sur Envoyer, et a posé le téléphone, face contre table. L'appareil a vibré presque immédiatement. Il ne l'a pas ramassé. Célia est entrée pour prendre ses céréales, et il l'a regardée, sans se cacher. « Je suis désolé, lui a-t-il dit. » Elle a hoché la tête, toute petite, mais très attentive. Au cours des semaines suivantes, le monde que Déborah et Denny vénéraient tant s'est rapidement rétréci. Leurs difficultés financières temporaires ont cessé de sembler provisoires, dès lors qu'aucune chambre d'amis ne les attendait en filet de sécurité. Ils ont emménagé dans une location à la semaine près d'une autoroute, puis dans un petit appartement, bien loin des country clubs et des tables mondaines, où ils avaient l'habitude de jouer la comédie du succès. Leurs amis ont cessé de les inviter, lorsque l'histoire est devenue trop compliquée. Christopher a refusé de payer leurs factures, déclarant qu'il ne pouvait pas laisser sa réputation être entachée, par des erreurs de jugement. Philippe leur a fait un unique et froid virement, pour payer une caution. Il leur a écrit que toute aide future exigerait un budget détaillé et des justifications, ce qui était sa façon polie de dire non. La leçon qu'ils avaient inculquée à leur fils, s'est retournée contre eux avec une logique implacable. La valeur d'une personne se mesurait à son argent, et l'échec était une source de honte.
Dans notre maison, le dessin de Célia est resté bien accroché sur le réfrigérateur. Le cadre de mon père a été réparé, et accroché près du garde-manger. Il n'est pas caché, il n'est pas luxueux, mais il est visible de tous. Thomas travaille toujours à l'école. Et je verrouille toujours les portes, le soir. La paix, ici, n'est pas bruyante. C'est le son d'une maison, où personne ne demande à ma fille de se faire toute petite. Je ne me réjouis pas de ce qui est arrivé à Déborah et Denis, mais je ne céderai rien sur les limites qui nous ont protégés. Je pense avoir protégé ma fille, de la seule manière dont j'étais capable, mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Auriez-vous fait la même chose, ou auriez-vous géré la situation différemment? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne. Un petit bonjour de la part de l'auteur. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner, et allez aussi jeter un œil à mon autre chaîne, où je raconte moi-même mes propres récits. On se retrouve dans la prochaine vidéo.